En guise d'introduction, permettez-moi de vous partager une petite anecdote. Donc, c'était il y a 4 ans, à un congrès mondial comme celui-ci, où j'ai fait la connaissance d'un ancien condamné du Gulag d'Amour américain. Et il a prononcé, au fil des échanges, ces mots qui m'ont beaucoup touché, beaucoup interpellé, que j'aimerais partager avec vous. Je vais les citer. Il a dit, à un moment donné, la seule chose qui m'empêchait de me suicider était les lettres que je recevais. De savoir qu'il y avait des gens à l'extérieur qui pensaient à moi. C'est ce qu'il m'a dit. Et cette histoire, loin d'être isolée, reflète, à mon sens, un système pénal qui cherche à déshumaniser afin de rendre acceptable l'exécution de ces personnes. Et c'est pourquoi il y a des associations comme la CAS France, l'ICEPORC, the German Coalition to Abolish the Death Penalty, toutes ici présentes, qui mettent en place des programmes de correspondance afin de soutenir et accompagner les condamnés à mort. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de cette pratique, pour la mettre en lumière et de voir son rôle psychologique essentiel pour les personnes qui vivent la torture. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Qui vivent la torture dans les couloirs de la mort. Et pour m'aider à aborder ce sujet, j'ai 4 personnes très engagées, très illustres, que j'aimerais vous présenter. En commençant par Valentine Cuny-Lecale, qui est membre de la CAS depuis 10 ans maintenant. Elle correspond avec des personnes en Caroline du Nord, non, du Sud plutôt. Du Nord? Ah, ok, du Nord. En Floride et au Texas. Et en 2022, elle a publié une bande dessinée intitulée Perpendiculaire au soleil. Combien de personnes ici le connaissent? Ok, super. Et c'est un récit de sa correspondance avec Rena de Maguire, alors incarcérée dans les couloirs de la mort de Floride. Deuxième personne, c'est Véronique Chamier. Elle est écrivaine et journaliste. Elle aussi a publié de nombreuses œuvres, des romans, des biographies et des documents qui tournent autour de l'histoire, autour de la criminologie et aussi de la psychologie. Et par l'entremise du programme de correspondance de la CAS France, elle aussi est correspondante d'un condamné à mort au Texas. Merci d'être là. Georges Jérôme Federman. J'ai toujours un peu peur de crocher le nom. Je ne suis pas habitué. Lui, il est citoyen psychiatre, très très engagé. Il dirige le pôle médical d'Amnesty International de l'Est et il préside aussi l'antenne strasbourgeoise du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, aussi connu sous le nom de MRAP. Enfin, nous avons Lucy Luna Piper, qui est membre de la coalition allemande contre la peine de mort et aussi correspondante d'un condamné à mort au Texas. Elle est également fondatrice de la campagne Together for Tony Ford. Tony Ford est un détenu au Texas qui clame son innocence depuis plus de 30 ans. Et cette initiative internationale est consacrée à faire connaître son histoire et son art. Merci infiniment à toutes et à tous de faire partie de ce panel. Mais avant de passer aux échanges, nous allons écouter 2 témoignages vidéo de la part de 2 personnes qui sont très impliquées dans la lutte pour l'abolition de la peine de mort aux États-Unis en particulier. Il s'agit de Gretchen Swen et de Elwood Jones. Donc, ceux qui la connaissent, Gretchen Swen est une avocate indépendante dans l'État de Texas et elle défend des personnes normalement indigentes. Donc, ça veut dire qu'elle fait beaucoup de travail pro bono. Des personnes condamnées à mort au Texas. Et elle va nous partager certains avis sur la peine de mort. Mais celle qu'on va regarder maintenant, c'est celle de Elwood Jones, qui est un ancien prisonnier du couloir de la mort de Ohio, qui aujourd'hui est libéré. À ce stade, je vous invite à écouter son témoignage.
My name is Elwood Jones, and I did 27 and a half years on Ohio Death Row. I left January the 10th of 97, and I was been there until I left in 22. To me, it was just pure hell. No words that I can say actually put that in the right context for you to understand that I'm in this cage, 8 by 10 cell, sometimes 23 hours out of the day. I spent my days writing people, asking them to help me. That's how I end up meeting people at ACAP over in France. And when I started communicating with them, they had told me that their goal is to try to make things comfortable. I built a relationship with them. Bernard, John Louise, Christine DeLong, and all of them became good friends. They would send me art material, and I make cards, and they would reach out and talk to my attorneys. He decided to put this website up for, and we've been friends still today. And hopefully someday I'll be able to come over there and visit them in person. But I am very thankful for all the people I have met over the years on this journey. I'm very blessed. It was 30 years before I got my life back. In that process, I lost so much. I lost my family, my parents, my wife, several siblings, sisters, and all, and a few friends. And I wasn't able to say my goodbyes to them. I had 6 execution dates. And the only reason I didn't die is because they didn't have the drug. So they pushed my date over to another date, another date, another date. But if they had that drug, I'd be dead today. And I know I didn't do that and was innocent. So I'm wondering now, how many other innocent people they have killed. So I do know for a fact that the system is broken. And I truly believe until a moratorium is put in place to stop it, I would like to see them abolish the death penalty. If there's any way I could help in that fight, I'm there. What do bothers me is that we are quick to lock people up, take their lives, turn them upside down. And when we let them go, there's no second chance program or anything in play to help them get back on their feet. The state of Ohio has nothing to do to actually help these guys get a job if they can, find them a place to stay. And it should be on the state. You took that person's life. I think it's going to be a while before I can just totally move on. I'm 73 years old. Who gonna hire me for a job? So it's still, I'm gonna have to lean on them and lean on someone else to actually help me navigate this system. A system that you took from me 30-something years ago was entirely different. They didn't even have cell phones when I left. I make teddy bears still to survive. And I volunteer a lot. So I volunteer to feed the homeless and sometime on Mondays and play bingo with recovered drug and alcohol addicts. It's not much, but it gives me some comfort that I can do something. Merci à Elwood, même s'il ne peut pas m'entendre, c'est quand même fort. J'étais censé poser cette question à nos panélistes, mais là je change un peu. J'aimerais poser la question à tout le monde. Je veux juste que 4 ou 5 personnes puissent nous dire, en un mot, je sais que c'est difficile de dire, hein, mais en un mot, qu'est-ce que ces témoignages évoquent chez vous? Juste en un mot.
que je peux avoir juste 5 personnes nous dire? Ok, madame? Pour moi, Oui, pour vous? ça a été très touchant. Très touchant. Très touchant. Une autre personne? Oui, madame? La tristesse. La tristesse. La tristesse. Effectivement, la tristesse. Qui d'autre? Ouais. Compassion. 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 Oui, madame? La déshumanisation. Ça, c'est très important. La déshumanisation aussi. L'envie. C'est plus d'un mot, c'est plus deux mots. L'envie de me battre, c'est ce qu'elle a dit. L'envie de me battre. Et enfin? Bouleversant. Bouleversant. Merci. Merci beaucoup. Injuste. Injuste. Bon. Peut-être en dernier. Résistance. Waouh. Résistance. À ce stade, je pense que je peux inviter les panélistes à... Non, peut-être non, parce que avant cela, nous allons regarder une autre vidéo. Là, on va aborder la question de la souffrance, la torture dans le couloir de la mort. My name is Gretchen Swen, and I'm an attorney in a solo practice in Texas that for the last 11 years has been focused exclusively on representing people facing the death penalty in Texas. In Texas, it's particularly bad, the conditions of confinement. You know, once you are sentenced to death, you are, by nature of your conviction, put in a particularly awful prison system where you are in solitary confinement in a concrete box 23 hours a day behind a steel door, where the only light getting into your cell is this tiny strip of a window that's often so dirty, you know, they can't even see outside. And we're talking a tiny little, you know, the size of a small bathroom where you have a metal bunk and your whole life is this concrete box. You depend on armed guards taking you for a shower, and that 1 hour you're supposed to be allowed outside of your cell is in another slightly larger cell. The French can certainly relate to this. The food is disgusting. I mean, you cannot survive on the food they give you. It makes people ill. It's infested with bugs often. They're required to feed people a certain number of calories a day. So it's very high, you know, high fat, unhealthy. And to give you an example, when my clients come out to the visitation area, there are vending machines with what we would call junk food, you know, potato chips and candy bars, but they are things you could buy in the outside world. For them, this is paradise. So the joy that comes from being able to visit my clients and buy them, you know, a chocolate bar and, you know, what we would think of as a very unsavory sandwich, but at least it's something that's recognizable, is joy. The possibility of joy in the midst of great suffering, you know, is another tribute to their humanity, our shared humanity, but it also is repulsive that this is something sanctioned by a government, this way of warehousing people in awful conditions who often are unrecognizable from the people who committed the crime that sent them there. They're not the same person. J'invite nos panélistes à prendre place. Et on commencera par Lucie. Vous qui avez dédié une partie de votre vie à mener cette campagne, cette initiative en faveur de Tony Ford, pourriez-vous nous parler un peu de la réalité du couloir de la mort, peut-être plus spécifiquement au Texas ou généralement même aux États-Unis? Oui, comme vous avez déjà entendu dans la vidéo de Gretchen Swen, c'est le couloir de la mort du Texas, c'est des conditions très extrêmes. C'est une des prisons les pires en Amérique. Les gens passent 23 heures sur 24 dans des cellules de 3 mètres. Ils ont un certain nombre de douches par semaine et ils peuvent sortir que 1 ou 2 fois par semaine dans une petite cage. Donc il n'y a aucune liberté, pas vraiment d'air qu'ils peuvent respirer. Les visites
sont dans une cage aussi pour les condamnés. Donc les visites, c'est avec une vitre en verre entre le visiteur et le condamné à mort. Et aussi un très bon exemple, à ma première visite avec Tony, je lui avais acheté de la nourriture dans les vending machines et je lui avais demandé, tu voudrais avoir quoi? Parce que dans le couloir de la mort du Texas, la nourriture est horrible, c'est inhumain. Ils sont traités comme des animaux dans des cages. Et Tony m'avait dit, j'aimerais avoir une bouteille d'eau. Ce qui veut dire que même l'eau dans la prison est horrible. Et c'est tout ce qu'il m'a dit. Donc je lui avais acheté toute une poche pleine de gâteaux, de chocolat comme surprise. Et Tony adore tout ce qui est sucré, il adore tout ça. Donc je lui fais une petite surprise, j'ai rapporté ça au gardien et voilà, sa réaction c'était très émouvant. Merci. Merci beaucoup Luna, merci. Merci pour ces constats que vous venez de faire. J'aimerais aussi demander à Valentine et après à Véronique que lorsque vous écrivez à ces personnes que vous accompagnez, est-ce que cette souffrance, cette torture, en fait, est-ce que cela se ressent dans les lettres, dans les échanges que vous avez dans les lettres? Et si oui, comment est-ce que ça se fait? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Okay. C'est difficile de savoir quand on parle dans le micro. Déjà, s'il y a une lettre, c'est qu'il y a quelque chose. Le pire qu'il puisse y avoir, c'est les moments où il y a du silence. Les moments où Reynaldo ou d'autres de mes correspondants n'écrivent pas. Ça peut être pour des raisons parfois très techniques, parce qu'il y a un problème avec la tablette, ou avec les timbres, ou avec le fait d'être trop tard. Mais en tout cas, le pire, c'est de ne pas avoir de nouvelles. Ça peut être le signe du pire moment, psychologiquement, voire psychiatriquement. S'il y a une lettre, même une lettre désespérée, c'est qu'il y a un lien, c'est qu'il y a quelque chose à faire, c'est qu'il y a quelque chose où on peut répondre. Parfois, les lettres, notamment de Reynaldo, peuvent, si je puis dire, tourner à vide dans une espèce de souffrance qui est juste un puits de désespoir. Dans ces cas-là, en tant que correspondante, il faut à la fois être capable de reconnaître la souffrance et de ne pas devenir la chambre d'écho de la souffrance. Vous savez, ce truc de fête foraine où deux miroirs sont placés l'un en face de l'autre et ça fait un couloir infini. Il faut réussir à décaler un tout petit peu le miroir pour pouvoir ouvrir vers autre chose, essayer de donner quelque chose, d'être généreux et de toujours être potentiellement la source de joie là-dedans. Voilà. Mais oui, parfois c'est très, très difficile d'être face à cette souffrance-là et de réussir à la reconnaître et en même temps tenter de la dévier. Oui, alors je vais dans le même sens que Clémentine. Et en fait, souvent, Valentine. Et souvent, on a un petit peu ce rôle de diversion. Et moi, je me retrouve parfois à raconter des histoires, c'est mon métier, ça tombe bien. Et donc, je ressens le fait qu'il ait envie que je lui raconte des histoires. Et on parle aussi beaucoup on parlait de nourriture, on parle beaucoup de cuisine. Je lui raconte des recettes que je fais pour mes enfants. Et c'est quelque chose qui le réconforte beaucoup et qui l'emmène un petit peu ailleurs, effectivement. Et en fait, il m'a donné un message pour vous. Donc, j'aimerais pouvoir vous le lire. Et ça décrit mieux que tout ce qu'on peut ressentir dans ce genre de situation. Il appelait ça le pouvoir de la plume. En 2003, j'ai été condamnée à mort par injection létale. Et immédiatement, j'ai été escortée hors de la cour, enfin de la salle d'audience, et placée dans un van blanc qui me conduisait dans le couloir de la mort de l'unité Polensky de sinistre réputation. J'ai été placée dans une cellule seule et immédiatement j'ai commencé à ressentir la dépression. Je me suis sentie comme un animal piégé dans une cage. J'ai été seule dans une cellule froide
Mon monde venait d'être bouleversé, d'être complètement renversé. Quand les lumières se sont éteintes, j'ai pleuré comme un bébé. Et comme un bébé, j'ai appelé ma mère. Une semaine plus tard, à ma grande surprise, j'ai reçu une lettre d'une dame en Angleterre qui voulait devenir ma correspondante. À ce moment-là, je ne savais pas quoi penser ni quoi faire. Je n'avais pas d'argent pour acheter ne serait-ce qu'un timbre. Et mon voisin de cellule m'en a donné un pour pouvoir lui répondre. Et le reste est devenu de l'histoire. Le courrier, c'est la chose la plus importante qui me fait continuer. Maintenant, je sais, au gré de ces plusieurs années de correspondance, qu'il y a des gens pour qui je compte et qui ont de l'affection pour moi. Cette première lettre a été comme une étincelle qui a apporté le soleil dans ma vie. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui qu'il y a un réel pouvoir dans l'écriture et dans la plume. Sincèrement, Pete Russell. Oui, en fait, je crois que le message parle de lui-même et c'est vrai qu'il s'accroche beaucoup lui aussi à l'écriture. Il pratique le yoga, enfin, il essaie de faire beaucoup de choses dans sa cellule et il a même, c'est quelqu'un de très courageux dont je découvre tout le temps la résilience, et, comme on dit aujourd'hui, et surtout la grande force de caractère et la grande force mentale, une force mentale dont je pense que je serais moi-même incapable. Et en fait, chaque jour, il s'est composé une routine aussi. J'imagine que les autres correspondantes se trouvent face à ça, parce que finalement, la routine, la répétition de certains gestes, pour eux, ça peut aussi les sauver, parce que ça les rattache, ça leur redonne des repères. Et en fait, dans le couloir de la mort, j'ai bien l'impression que cette absence de lumière, cette absence de tout repère conduit à la folie, peut conduire à la folie ou au suicide. Donc effectivement, le fait d'écrire, le fait d'avoir des rituels un petit peu tous les jours, ça ramène une espèce de normalité dans le quotidien. Je voulais juste poser une question à Georges, si vous voulez juste prendre le micro à côté. C'est que, en tant que psychiatre qui accueille des personnes vulnérables ayant subi des expériences semblables, est-ce que vous pouvez poser un regard, on peut dire un peu clinique, sur la nature de ces conditions, ou la nature plutôt de la souffrance que peuvent engendre les conditions de détention dans le couloir de la mort? Non. Un regard humaniste, peut-être? Je reste, comme vous, sans voix. Je crois qu'il ne faut pas convoquer des spécialistes. C'est justement ce que la société sadique et cynique attend. Elle attend qu'on puisse mettre des mots sur l'innommable. Et donc, pas besoin d'être psychiatre. Ma belle-mère pourrait prendre ma place. Je la salue, elle est au paradis des artistes. Ma belle-mère, mon concierge, pour lequel j'ai beaucoup de respect, pourrait prendre ma place. On a les témoignages qui parlent d'eux-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas que les psychiatres s'occupent de cette matière. Il faut que ce soit les hommes et les femmes qui s'occupent de cette matière humaine. Et la question pour moi, en écho à ce qu'on est appelé à partager aujourd'hui, c'est pas tant la souffrance et la torture qu'on inflige à des frères et sœurs d'humanité, c'est la souffrance infligée aux accompagnants. Ce qu'on appelle en psychiatrie le traumatisme vicariant. Ça veut dire que la société qui impose ce sadisme, elle sait aussi qu'elle entraîne une double, une triple, des milliers de peines accompagnantes pour tous les gens qui ont
de la compassion pour les personnes dans cette situation. L'autre question, c'est pourquoi tant de méchanceté, pourquoi tant de sadisme, et qu'est-ce qui fait qu'une société soit capable d'infliger un tel traitement. Donc c'est du côté de l'ontologie, l'origine. Et si je ne prends pas trop de temps, en préparant ce travail, alors moi-même je suis un juif, alors mes parents m'ont appelé Georges Yoram Federman, et je les ai crus sur parole. C'est pas anodin parce que nous sommes assignés dès l'origine au fait de porter un nom, au fait d'appartenir à une communauté qu'il nous est interdit de trahir toute notre vie. Et ça va conduire à la racialisation des peines de prison aux États-Unis et en France, qui frappent les Noirs africains, les Chicanos, chez nous les Arabes et les Africains aussi. Ça part de l'essentialisation et du moment où on accepte de porter le nom que nos parents nous assignent. Moi, je suis né juif arabe au Maroc et je me suis converti à l'exercice de la médecine. Je suis très fier de porter ici, dans ce lieu, le chapeau juif du Moyen-Âge, le Judenhut, avec les drapeaux israéliens et palestiniens. Et en préparant, c'est là où je voulais en venir, en préparant cette rencontre, sur qui je tombe? Sur Sacco et Vanzetti. Je tombe sur le couple Rosenberg. Et si vous permettez, une petite intro. Here's to you, Nicola and Barat. Rest forever here in your heart. The last and final moment is yours. That agony is your triumph. Pourquoi la Chine, le Yémen, l'Arabie Saoudite? Pourquoi l'Iran applique la peine de mort? Pourquoi Israël l'a inscrit dans sa loi? Comment sortir de cette ornière? En prenant le parti des vulnérables, en résistant à l'emprise de l'ultralibéralisme, en faisant que chacun de notre place mettions le cœur avant l'intérêt. Merci beaucoup, Jean. Merci beaucoup, Jean. Dans votre intervention, vous avez parlé du traumatisme vicariant. Et en tant que coordinateur, personnellement, parfois, et de temps en temps, il y a des correspondants et correspondantes qui viennent vers moi pour me parler de certains sentiments d'impuissance, parfois de peur, parfois de crainte, ou même de la culpabilité de ne pas pouvoir faire plus pour le condamner à mort. Et donc, j'aimerais poser la question, peut-être en commençant par Véronique, peut-être, cette fois-ci. Est-ce que vous avez eu ces sentiments aussi? Et qu'est-ce que vous mettez en place en tant que mécanisme de protection pour pouvoir continuer à accompagner cette personne-là? Alors c'est pas tellement réfléchi finalement. Il n'y a pas vraiment d'automatisme ni de mécanisme par rapport à ça, parce qu'on est vraiment sur des émotions humaines profondes. Et simplement, quand je me sens vraiment trop démunie, parfois je laisse passer un petit peu de temps. Pas trop, parce que on sait que la réponse est attendue de l'autre côté. Mais juste le temps, moi, de pouvoir essayer de trouver les mots justes. Parce que on se dit qu'on a quand même une place assez limitée pour écrire. Et donc, on a un choix de mots qui est crucial. Et on sait que ce qu'on écrit va être lu, probablement relu et relu encore. Et que chaque mot va être pesé de l'autre côté, parce que ça prend en cellule une résonance. Enfin, moi j'ai cette image des mots qui se télescopent et qui rebondissent sur les murs, c'est un petit peu ça, quoi. Et donc parfois il faut faire aussi attention au champ alentour, dans le sens où on doit faire attention
à ne pas heurter la sensibilité de la personne qu'on a en face de soi, parce que sa sensibilité est hyper à vif, quoi, et c'est normal. Donc voilà, je prends un petit peu de temps, et pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre solution que prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir. Merci. Valentine? Au bout de 10 ans de correspondance avec des personnes détenues et condamnées à mort, je me suis rendu compte que la prison, elle bouffe tout. Évidemment, elle bouffe les personnes condamnées en premier lieu, elle les bouffe, elle les digère, mais elle veut aussi bouffer tout ce qu'il y a autour. Elle bouffe les proches, elle bouffe les familles, elle bouffe les enfants. C'est juste après 10 ans que j'ai appris le mot de traumatisme vicariant. Je suis assez étonnée. Jusqu'à présent, j'utilisais un terme de sociologie qui parle de prisonnisation secondaire et qui désigne toutes les manières dont les proches non incarcérés vont adapter leur vie entière à la prison. Leur emploi du temps, leur métier, sachant que les prisons sont de plus en plus éloignées des lieux de vie des gens. La question financière aussi, ça a un coût l'incarcération. Comme on dit, on n'est pas logé blanchi, encore moins dans le couloir de la mort, et ça veut dire une pression financière sur les proches. Tout ça, je l'ai vécu de manière très protégée parce que je ne suis que amie, je ne suis pas épouse, je ne suis pas mère, je ne suis pas un enfant en train d'aller tous les week-ends en voiture pendant 3 heures pour aller espérer voir son père. Mais malgré tout, j'ai vécu ça assez fortement. Au début, je me disais, il ne faut pas en parler, parce que moi, je suis dans la position privilégiée. Sauf qu'ensuite, je me suis rendu compte que cette souffrance-là qui existe, on peut la politiser parce qu'elle fait partie intégrante de la structure de la prison. Et donc, il faut le politiser et pas juste garder ça en mode « il faut que je le supporte, puisque moi, ça va ». C'est un outil de plus pour la dénonciation d'un système totalitaire qui est le système carcéral en général, mais américain, je crois, assez particulièrement. Pardon, merci. Est-ce que, Lucie, vous pouvez juste ajouter quelques mots aussi à cette question? En fait, j'ai jamais vraiment réfléchi comment me protéger. J'ai une conversation très régulière avec Tony. On échange tous les jours, toute la journée, des messages sur tous les sujets parce que tous les deux on est très ouverts et on a beaucoup de sujets de discussion et je sais que pour lui c'est tout. Il a besoin de ça pour vivre. Mais je me dis aussi que avant de le connaître, j'avais une vie. Je suis très jeune, donc j'ai ma famille autour de moi qui me soutient vraiment beaucoup dans tout ce que je fais. Et ça m'aide par exemple beaucoup d'en parler à ma mère qui est aussi en communication avec Tony, de passer du temps avec ma famille et évidemment le partager avec Tony dans tout ce que je fais, mais aussi de prendre du temps pour moi, pour un peu me poser et aussi réfléchir à certaines choses et revenir avec encore plus de force. Merci beaucoup, Luna. Effectivement, je pense que d'avoir une famille ou des proches qui nous soutiennent en fait dans cette démarche est très importante quand on est confronté à ce genre de situation. Hier, par exemple, j'étais à la télé concernant le traumatisme vicariant, justement. Une des stratégies on va dire, nous ont proposé pour surmonter en fait cette charge émotionnelle, c'est d'en parler. Comme vient de dire Luna, d'en parler à des personnes qui ne sont pas peut-être directement liées au processus, et donc qui ont un peu de recul, et en même temps peuvent comprendre ce que vous êtes en train de vivre, ou au moins qui écoutent simplement ce que vous avez à dire. Mais nous ne voulons pas en rester là, nous voulons aussi voir les bienfaits de la correspondance. La correspondance, l'importance du lien humain que cela établit entre le détenu et le correspondant. Et pour le faire, nous voulons l'introduire en écoutant une dernière intervention de la part de Gretchen. One of my clients first became a participant in the ACAT program, I think 20 or more years ago. And he told me a great story about the first mailings he received, which were these beautiful Christmas cards. They just kept coming and coming. He made a pledge that he was going to write
every person back. He is still to this day friends with many of these people, several of whom have come over the years to visit him in Texas. Several of them are very active in trying to raise awareness about his case. And this is a client, I will say, I'm absolutely convinced is innocent and who is at grave risk of execution. His name is Charles Flores. When I first began working on his case, which was 10 years ago now, I soon became aware of his French friends. Everyone I met was charming and smart and very impassioned about his cause and very grateful when I came into the scene. And I do think they were a salvation to him for years, because he was one of these people on death row who spent truly years without any meaningful legal representation. You know, it's an outrageous case. What we have on death row are almost exclusively very poor people who had to count on the government to give them lawyers. And then once you've been through a first round of appeals, the state of Texas doesn't guarantee you a lawyer. So even if you have legitimate claims and there are things to be investigated, you're completely at the mercy, really, of pro bono legal counsel to come along. So during these very dark years and up until today, it was his friends through ACATS who wrote to him, visited him, that kept his spirits going. You know, he's never been to Europe. I don't know if he ever left Texas before he was incarcerated. And so that relationship with friends on the other side of the globe who were motivated initially just by the cause, but grew to care about him as a person, has broadened his horizons immeasurably. And I think that is one way this program can work, and it works both ways. I don't think it would continue for decades if his friends in France weren't getting something equally powerful out of the connection with Charles. Quand on le disait, Gretchen, les bienfaits sont mutuels pour le condamné, mais aussi parfois avec surprise pour la personne qui correspond avec le condamné. J'aimerais à cet instant poser une question à Georges en particulier pour demander comment les échanges épistolaires peuvent constituer un espace thérapeutique pour les personnes engagées ou impliquées. Donc, vous pouvez prendre place. Tu as vu, J'arrive pas à monter. Je savais pas que c'était aussi dur, pareil, au niveau physique. Je fais écho à ta question par quelque chose de paradoxal. Ça veut dire qu'il est évident que l'écriture, le dialogue, génère des effets qui ne sont pas toujours positifs. Il génère des effets à la condition que ça entraîne une dimension symbolique dans laquelle les deux partenaires vont se reconnaître. On peut s'écrire des lettres de menace. On peut s'écrire des lettres d'huissier, d'avocat. Donc l'écriture, elle n'est pas nécessairement vertueuse. Elle peut être aussi une arme de mort. Je vous donne un exemple par rapport à ce qu'on aborde. Je me suis installé comme psychiatre il y a 40 ans à Strasbourg. Et mes collègues psychiatres m'ont dit, plus anciens, ils m'ont dit, ne viens pas t'installer, tu vas nous prendre une part du marché. Et ils ont ajouté, mais si tu t'installes malgré tout, ne reçois pas les toxicomanes. Parce que si tu es généreux avec les toxicomanes, c'était un conseil d'amis, il y a 40 ans, ils vont revenir en meute. Je fais le lien entre les toxicomanes et les gens dans le couloir de la mort. Je fais le lien entre les toxicomanes et les sans-papiers, dont l'hébergement va prendre fin à Strasbourg à la fin de l'année. Je fais le lien avec toutes les personnes vulnérables qui n'ont pas accès aux soins chez le psychiatre. J'ai accueilli les toxicomanes avec humanité, normalement. Et qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans? Ils sont revenus en meute. Et je me suis rendu compte de l'importance de l'adage. Dieu a donné la montre aux Suisses et le temps aux Africains. Je me suis rendu compte qu'en France, les médecins étaient pressés et que les médecins n'avaient pas le temps de parler ni d'écrire.
On peut préconiser aujourd'hui l'écriture et le dialogue. Ce n'est pas le cas dans la société où nous sommes. Les représentants des institutions, de plus en plus généralement, ne parlent plus, ne communiquent plus, et donc communiquent par signaux informatiques. Et nous mettent les uns et les autres dans des couloirs de la mort. Ceux qui sont dans les couloirs de la mort, ce n'est pas ceux qu'on croit. C'est possiblement nous qui acceptons ce type de renoncement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'arrête là, parce que c'est l'illustration pour moi de ta question. Je me suis rendu compte que les toxicomanes sont revenus en meute, ils venaient jamais au rendez-vous à l'heure. Jamais à l'heure. Et je me suis dit, mais putain, à quoi ça sert que Ducrot se décarcasse et que je les accueille avec générosité, le blanc de Strasbourg, qui accueille les toxicomanes, qui leur ouvre la porte, ils ne viennent pas à l'heure. Je me suis rendu compte en fait qu'ils ne pouvaient venir qu'à leur heure. Ils sont tous insomniaques, comme dans les couloirs de la mort. Ils sont tous transparents à leurs propres yeux. Ils sont humiliés. Ils ne dorment pas, ils ont honte. Et j'ai créé, c'est la réponse à la question, la seule consultation de psychiatrie en France sans rendez-vous. Les toxicomanes viennent depuis 40 ans à mon cabinet à leur heure et pas à la mienne. C'est ça la réponse paradoxale à la question. C'est pas à eux de s'adapter. Eux, ils sont au-delà du symbole. Ils sont d'une certaine manière déjà morts dans les couloirs de la mort et ils sont déjà immortels pour nous, d'une certaine manière. C'est à la société de s'adapter et c'est à la société de réformer ce scandale et ce sadisme et de supprimer non seulement les couloirs de la mort mais les prisons. Je suis arrivé à monter. Si je peux juste demander à Valentine si toi, quel est le lien d'humanité entre toi et Ronaldo ou les autres? Je vais parler de Ronaldo ici parce qu'on n'a pas forcément le temps de parler de tout le monde, mais Ronaldo, je crois, dans sa première ou sa deuxième lettre, m'a demandé d'être ses yeux. Donc c'était à la fois une demande pour lui, mais de fait cette demande pour lui m'a beaucoup changé, moi aussi, il m'a beaucoup apporté. De cette manière-là, il m'accompagne et j'ai l'impression d'avoir deux paires d'yeux tout le temps. Ça, c'était le tout début de la correspondance. Ensuite, de fil en aiguille, d'année en année, il y a eu ce projet donc, de bande dessinée perpendiculaire au soleil, dont la création a été rude, a été vraiment difficile, mais en même temps, au final, a apporté quelque chose de merveilleux. Et je crois que c'est le plus beau truc que Ronaldo m'ait dit de toute la correspondance. C'est quelque chose que je garde comme motivation au fond de moi. Il m'a dit, à la sortie de la BD, « Tu m'as fait faire partie du monde ». Et ça, je le garde vraiment gravé en lettres couvertes de paillettes dans ma tête pour essayer de continuer les actions, même quand on est un peu déprimé ou très déprimé. Et une dernière chose qui est à la fois belle et horrible, c'est que donc Ronaldo est sorti du couloir de la mort en 2024. Il est maintenant condamné à la prison à vie, une situation horrible, mais qui n'est plus menacé d'être harnaché à une table d'exécution. Et lors de sa procédure de resentence, étaient examinées les circonstances atténuantes de son cas judiciaire, à la fois avant le meurtre qui est arrivé, mais aussi après, tout ce qui s'est passé en prison. Et dans ce contexte-là, étaient considérées comme circonstances atténuantes ses correspondances avec des Européens. Et parmi ces gens-là, j'ai été citée. Et donc, pour le système américain, le fait que je sois une femme blanche, éducation supérieure, etc., c'était considéré comme une circonstance atténuante qui contribuait à faire sortir Ronaldo du couloir de la mort. C'est abominable, c'est horrible. On est une espèce de jeton, là encore assigné à une identité, mais pour une fois, cette identité-là raciste de la femme blanche correspondant avec le détenu noir a contribué à son échelle à faire sortir Ronaldo de cette menace-là. Donc aussi abominable et cynique que ça puisse paraître, c'est aussi quelque chose dont je suis fière, de cette blanchité qui a pu servir à quelque chose à un moment donné. Oui, moi en fait, je ressens un petit peu ce dont parlait Valentine sur la double paire d'yeux, parce que j'ai fait récemment un pèlerinage accompagné par mon fiston,
Pete le savait, je lui avais un peu expliqué, et il m'avait demandé de prendre des photos et de lui envoyer des photos. Donc finalement, je l'ai emmené un petit peu avec moi, et puis il l'a perçu comme ça, et la France pour lui c'est complètement abstrait, enfin, il savait à peine où ça se trouvait, et donc voilà, et donc là il a vu des paysages de montagne, des bois, des forêts, donc j'imagine que ça lui a apporté un petit peu de réconfort, et moi ça m'a apporté aussi beaucoup de savoir que je portais un petit peu aussi ce réconfort pour lui. Et puis, sinon, il y a aussi une deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'on parle des gens donc, qui sont innocents dans le couloir de la mort. Évidemment, c'est indicible dans l'horreur, mais Pete, par exemple, lui, il est accusé, il a été condamné pour quelque chose qu'il a réellement commis, il a réellement commis un crime. Mais ce que je voudrais dire là, c'est que c'est aussi inadmissible pour lui d'être dans le couloir de la mort que pour les gens qui sont innocents. Enfin, voilà. Et que finalement, on ne doit pas réduire une personne à un acte, même si c'est un crime. Parce qu'on n'est pas toujours la même personne au cours de la vie. On a possibilité de changer, d'évoluer. Et d'ailleurs, on n'en parle pas vraiment directement dans cette correspondance, mais en tout cas, on en parle par des moyens détournés, en filigrane, enfin, de cette culpabilité qu'il porte. Et Pete m'a dit, mais parfois, pour certaines personnes, on doit passer à travers le feu pour trouver le sens de sa vie. Alors oui, c'est extrême, mais en tout cas, ça ne justifie pas qu'on traite quelqu'un comme un animal, qu'on le garde en cage et qu'on lui donne aucune chance de s'exprimer, de survivre de manière décente. Parce que bon, la majorité des personnes qui sont dans le couloir de la mort vont très très mal, se suicident, voire demandent à être exécutées, se portent volontaires. Donc, que quelqu'un en arrive à ça, c'est absolument insupportable, quoi, qu'on soit innocent ou qu'on soit coupable. Est-ce que Lucie, vous pouvez aussi nous partager les liens que vous avez créés avec Tony? J'ai connu Tony quand, vu que je suis membre de la coalition allemande, j'ai toujours été intéressée à avoir simplement une conversation avec quelqu'un qui est condamné à mort. Parce que nous, en Europe, on n'a pas la peine de mort et la plupart des gens ici, ils voient ça dans les documentaires. Donc j'étais très curieuse et je viens de Berlin, donc j'avais la vision de faire une exposition. Tony est un très grand artiste. Et j'avais ce projet de faire une exposition à Berlin avec l'art du couloir de la mort, Et c'est comme ça que Tony et moi, on a commencé à communiquer d'abord sur ce projet et au fil du temps, c'est vraiment devenu très intense, très connecté. Et Tony est une personne très très forte, il est très présent dans ma vie alors qu'il est dans une cellule complètement isolée. Et il m'a donné une force impossible que moi avant j'aurais pas cru avoir. C'est bien en milieu. Ok. Oui, pour moi, des fois c'est émouvant parce que il me dit par exemple au congrès mondial, je le représente, je parle de ma campagne avec lui et il me dit les gens ils vont me voir à travers tes yeux, c'est un peu comme ce que tu as dit. Et oui, c'est parce que c'est très important pour ces gens-là d'avoir quelqu'un dans la liberté qui les représente et qui sont leur voix et qui les rend visibles au monde, parce que sinon personne ne les voit. Et c'est
c'est pour ça que je me bats tous les jours et je vais continuer jusqu'à ce que c'est oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. On arrive au moment où vous pouvez aussi prendre la parole, le public, l'auditoire. Mais avant cela, je voulais juste savoir s'il y a des membres de LifeSpark ici. Ok, merci. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Oui, s'il vous plaît. Qu'on puisse aussi vous accueillir ici. Ok. LifeSpark. Et est-ce qu'il y a aussi des membres de la coalition allemande contre la peine de mort? German Coalition sur le death penalty? Pas de souci. D'accord. Ok. Mais je sais qu'il y a d'autres associations, les membres d'autres associations qui sont là. Je pense que vous voulez prendre la parole, monsieur. Ça? Ok. Après. Donc, je posais la question parce qu'on a essayé de reconstruire avec ces associations aussi. Ok. Donc, j'ai parlé que c'est bien Evelyne de LifeSpark qui est avec nous. J'aimerais que vous partagiez quelques mots sur la correspondance. Je sais que LifeSpark, c'est une association que j'ai rencontrée il y a 4 ans lors du Congrès mondial à Berlin. Je sais que vous faites aussi beaucoup de correspondances en direction de colonialisme aux États-Unis, comme la CAT France. Est-ce que vous pouvez juste nous parler un peu de ce que vous faites et quel impact ça a eu aussi? Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Il n'y a pas de souci. Non, oui, non, je ne vais pas monter, j'ai des petits problèmes d'équilibre, ce genre de choses. Non, mais c'est bon. Merci de me donner la parole 2 secondes. Effectivement, LifeSpark est une association qui a été fondée il y a 33 ans, il y a 33 ans. Nous avons mis à ce jour à peu près, nous avons créé à peu près 2500 amitiés de plus entre des correspondants aux États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Parce que logistiquement, ce sont des personnes que nous arrivons à joindre et avec qui communiquer. Nous aimerions bien communiquer et engager des correspondances avec des gens en Chine ou au Japon ou dans les pays du Moyen-Orient, mais il y a des problèmes de langue et puis aussi de logistique toute simple. Nos courriers n'arriveraient probablement pas. Donc ce n'est pas une ségrégation, c'est juste un choix logistique. Et quoique même maintenant aux États-Unis, ça devient de plus en plus difficile de conserver cette qualité de la lettre épistolaire. Dans de nombreux États, maintenant ils ont instauré le scanning des lettres. Donc nos correspondants ne reçoivent même plus le papier, l'enveloppe, ils reçoivent nos lettres scannées sur une tablette. Et ça, c'est vraiment quelque chose, j'ai oublié d'utiliser un mot qui n'est pas adéquat, mais c'est pas juste. Voilà, on va en rester là. Donc pour certains autres États, ils peuvent encore recevoir des lettres et on y croit vraiment fort. Ils n'ont pas changé le système parce que ces prisonniers et ces prisonnières-là sont les privilégiés. Entamer une correspondance est une aventure incroyable. Ça peut être une aventure incroyable. Je vais être honnête, certaines correspondances ne fonctionnent pas. Voilà, c'est un peu comme les relations humaines. Sachant que quand quelqu'un nous contacte pour entamer une correspondance, nous avons une liste de prisonniers et de prisonnières condamnés à mort qui nous ont contactés et on prend le premier nom sur le haut de la liste. Donc on crée des amitiés qui probablement dans la vie de tous les jours n'existeraient pas. Et c'est ça qui est vraiment chouette et profondément touchant, c'est d'aller à la découverte d'une autre personne. Mais ça fonctionne bien sûr dans les 2 sens. Et quand nous annonçons à un condamné que nous avons trouvé une personne, on lui envoie aussi un courrier en lui demandant de respecter quelques règles, des règles de respect de la personne qui va leur écrire. Nous, on va
en principe le respecter, mais ça doit aussi fonctionner dans l'autre sens, du respect des souhaits d'attention vers la personne qui va prendre du temps pour lui écrire. Donc il y a aussi un petit peu des règles de leur côté, mais ce sont des règles amicales et qu'on veut surtout le mettre sur le même pied d'égalité que la personne qui est à l'extérieur. Nous, on va te respecter, donc nous te demandons de nous respecter. Des petites choses comme ça. Et en fait, certaines de ces personnes se redécouvrent au travers de ces amitiés, voire découvrent ce que c'est qu'une amitié sur longue durée. Parce que quand on rentre dans le couloir de la mort à un jeune âge, 18, 19, 20 ans, qu'est-ce qu'on a connu de la vie? Qu'est-ce qu'on a connu de l'amitié? Et vous avez une personne qui reste avec vous pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire pour certains peut-être 40 ans maintenant. Alors, la notion d'amitié prend toute sa valeur. Donc, c'est une aventure que j'invite chacun et chacune à entamer une fois, voir comment ça se passe, et puis si ça se passe bien, vous ne regrettez jamais. Merci beaucoup. J'avais l'impression que c'était moi qui parlais au travers de tes paroles. Tout ce que vous avez dit résonne beaucoup avec moi aussi dans les travaux que nous faisons à la CAT. S'il y a des questions pour le panel, s'il y a des commentaires à faire, des remarques, voici, c'est le moment. En premier, je salue cette initiative d'utiliser la correspondance pour alléger les souffrances des détenus au couloir de la mort. Et je voulais rappeler que cet outil de la correspondance est lié au travail que je salue aussi de nos amis de Amnesty International. Mais il était en général consacré aux détenus d'opinion. Ça a donné des résultats très importants au niveau de l'insertion, au niveau de la mobilisation, de la libération des groupes, des détenus d'opinion. Je retourne vous donner, je suis du Maroc, secrétaire général de l'Observatoire marocain des prisons. Je voulais donner une brève situation de la situation des condamnés à mort au Maroc. La situation de condition de tension au Maroc a connu deux étapes. Une étape qui était très très difficile, que les condamnés à mort sont isolés. Les condamnés à mort, ils avaient une nourriture privilégiée parce qu'ils, par exemple, ils leur donnent une nourriture meilleure que la nourriture des autres détenus. Chaque jour la viande, chaque jour du lait, etc. Je ne sais pas pourquoi l'arrière que ça dit. Aussi, il y a, ils sont déplacés soit à l'infirmerie, soit à la visite avec des nénotes. Pour les visites, il y avait beaucoup, ils nécessitent, ils exigent l'autorisation, pas comme les autres détenus, l'autorisation de la délégation, c'est l'instance qui gère les détenus, la détention en général. Mais le mouvement des droits de l'homme était au courant des conditions, surtout les détenus politiques qui ont vécu un peu avec eux, et qui ont vu ces conditions horribles. Il y avait un mouvement, des campagnes de plaidoyer pour le changement de ces conditions. Et aussi, ils n'avaient pas les droits, l'accès aux droits, par exemple, à l'éducation, à la formation, etc. Ils sont privés de toute
Mais on a connu une autre étape où il y a maintenant, ils peuvent être dans des chambres de cellules collectives avec d'autres gens. Aussi, ils ont un nombre. J'ai visité, on a fait des études. Ça, il y a plusieurs personnes condamnées à mort qui ont pu avoir des diplômes élevés. Ils étaient au primaire, maintenant ils ont des diplômes. Et c'est ça grâce à un travail, un grand travail de la société civile pour améliorer les conditions en général de détention et aussi surtout en se basant sur la revendication d'abolir la peine de mort. Et je termine pour dire que la correspondance est un outil très très important. Voilà, j'ai vécu l'expérience, j'étais détenu politique, et chaque jour, on attend avec impatience si on reçoit une lettre de la famille ou d'un ami. Il a un impact très positif pour tous qui sont privés de leur liberté. Mes salutations à ce travail de correspondance, surtout des jeunes et des bénévoles, pour alléger la situation des conditions de vie. Bon, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est juste dire que moi, enfin peut-être que je peux parler pour tout le monde, mais je vous remercie d'exister. Car je pense que beaucoup d'ethnies n'ont peut-être pas de famille, qui ne sont pas du tout soutenues et que vous en fait vous apportez un petit côté positif dans leur vie, dans leur quotidien, et que vous montrez que en fait ils ne sont pas seuls. Et qu'il y a beaucoup d'ethnies que grâce à vous, juste en envoyant des photos, ou même en disant un petit peu des histoires ou quoi que ce soit, ça redonne un petit boost dans leur journée et ils se disent en fait on est soutenus, il y a des personnes qui croient en moi, il y a des personnes qui veulent que je continue à exister, etc. Donc je vous remercie. Une question, remarque, commentaire? Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport. Enfin, j'écris à Milton depuis je sais pas, 15 ans, je sais pas. Quand on aime, on compte pas. Je voulais rajouter juste quelque chose que certains parmi nous font en plus. C'est du domaine de la foi et de la prière. Parce que moi, personnellement, je suis chrétienne. Et en plus, pas en plus, mais je porte aussi mon prisonnier dans la prière. Et lui aussi. Et ça s'est trouvé comme ça. Mais j'ai écrit aussi à des condamnés qui n'étaient pas du tout chrétiens. Mais il se trouve que Milton l'est. Et que ça crée entre nous un lien aussi assez particulier, qui fait que, par exemple, maintenant, il est devenu un peu mon pasteur. C'est-à-dire qu'on a un petit groupe à l'écrire, et il nous donne des conseils de lecture biblique, par exemple. Il dit, il faut que tu lises ce passage. Je voulais le dire parce que je suis dans une association chrétienne et que j'ai écrit sans chercher jamais, j'ai écrit à des prisonniers qui n'étaient pas du tout. Mais il se trouve que ce lien est assez particulier, profond, et que c'est ce que je voulais rajouter. Je voulais remercier vraiment pour tous les témoignages qui donnent du courage pour continuer. Merci beaucoup. D'autres interventions? Ok, merci. Bonjour tout le monde, je viens de Liban. Au Liban, en effet, les 15 dernières années, il y a beaucoup de bonnes lois, non des excellentes lois. Le Parlement, ces 15 années, a promulgué des lois à propos de droits fondamentaux, de droits de l'homme, et c'est excellent. Mais cette situation en prison, c'est pire. Les bonnes lois ne suffisent pas. Il faut bien exécuter ces lois. Par exemple, au Liban, il y a des places pour 1500 prisonniers dans les prisons. Le Liban, c'est un petit pays.
mais en effet, il y a plus de 8000 prisonniers dans des petites cellules. Par exemple, cellule pour 4, on met 20 prisonniers dedans. Il y a beaucoup de difficultés financières, administratives, pour exécuter ces bonnes lois. Alors, les associations ont un rôle très important pour aider les prisonniers au Liban. Merci. Merci beaucoup. C'est effectivement un groupe très hétérogène ici, aujourd'hui, et international. Oui, Luc Béliard, président de la classe France. Moi, j'aurais aimé que chacun d'entre vous, vous puissiez nous dire une petite pépite en conclusion, c'est-à-dire quelque chose que, vous savez, repartir avec quelque chose de merveilleux que vous avez vécu dans ces correspondances. Un jour, je reçois par la poste une œuvre de Rob Will, puisqu'il est aussi artiste, une œuvre incroyable, grande, 88 par 66 cm, une composition complexe où il a intégré notamment des photocopies de mes dessins qu'il avait intégrées à l'intérieur de cette œuvre. Et il m'a écrit une lettre avec cette œuvre où il disait que pour lui, l'art, c'était pratiquer l'adoration du beau, même dans le lieu le plus implacablement sordide. Et là encore, le beau comme revendication politique au sein du couloir de la mort, c'est quelque chose auquel je pense en tant que fabricante d'images. Et de ce point de vue-là, Rob est une inspiration immense au jour le jour. Et voilà, j'espère que ça peut être ma pépite pour ce soir. Aujourd'hui. Moi, j'en ai déjà égrené quelques-unes, des petites pépites, mais je voulais souligner aussi que, effectivement, dans notre correspondance, il y a des moments de fulgurance, il y a des choses aussi qui sont liées à l'humour, parce que finalement, c'est aussi notre humanité, ça, de ne pas perdre notre humour. Et quand alors avec le décalage, quand on s'écrit, le décalage horaire, etc., on n'a pas toujours la réponse instantanée, mais en tout cas, on a des moments comme ça où on a une espèce de complicité presque enfantine. Et je pense notamment à Pete qui adore particulièrement les muffins aux myrtilles et qui me demande régulièrement si j'ai cuisiné cette semaine des muffins aux myrtilles. Et bon, voilà, c'est un petit clin d'œil entre nous, mais ça maintient en fait une sorte de sourire épistolaire dans tout ça. Et ça nous rappelle qu'on est des êtres humains, qu'on a un côté une capacité d'émerveillement et d'enfance qui ne demande qu'à ressurgir et ça fait du bien. Je porte le chapeau juif avec Israël-Palestine et je remercie mes frères du Maroc et du Liban, surtout du Liban, par rapport à la douleur que vous vivez depuis si longtemps. Je suis venu avec ça symboliquement à l'Assemblée nationale, qui a voté hier un surplus de financement pour les armements. Ça, je propose à Netanyahou de mettre ça dans le Tsahal. C'est une balle à blanc, une balle qui ne peut pas tuer. Donc je propose de mettre ça au budget militaire de l'Assemblée nationale des Nations Unies. J'ai une histoire pour faire écho à ta demande. C'est dans l'histoire des frères, du couple Rosenberg. Quand ils ont été exécutés, ils n'ont pas voulu négocier le renoncement à la peine de mort pour garder leurs idéaux. Et Ethel a écrit ceci: « Mon mari et moi sommes innocents. Nous ne pouvions trahir notre conscience. Aucune puissance, ça renvoie peut-être à la foi aussi, aucune puissance ne nous séparera, ni dans la vie, ni dans la mort. Je vous demande de prendre soin de mes petits. » Ils avaient 2 petits qui ont été adoptés par un compositeur américain très célèbre, connu sous le nom de Lewis Allen. C'est monsieur Murray Poole. Et Michael Murray Poole a été participant du premier congrès contre la peine de mort en 2001 à Strasbourg. Il y a 25 ans, il était. J'y étais aussi. Oui. Donc je reviens à mes premières amours. Et voilà ce qu'il a écrit. Et c'est ça moi je pense que là, je travaille en musique dans mon cabinet. J'ai créé une consultation en musique parce que
Elle nous permet d'être sur un plan d'égalité, les patients et moi. Et dans le cœur de la musique, on ne sait plus qui est le patient et qui est le praticien. Nous sommes tous égaux, potentiellement, surtout si on chante mal, si on n'a pas de prédisposition. Et ça donne ceci. Il a écrit cette chanson qu'a reprise un jour Sacha Distel. Des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. Des pommes, des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Doo. C'est les parents adoptifs des deux enfants Rosenberg, qui je crois sont toujours vivants. Et la musique, à mon avis, la culture peut nous sauver. Tous ensemble. Merci beaucoup, Georges. Et on va terminer rapidement parce qu'il y a un autre. Non, il y a. Non, je n'ai pas oublié, pas du tout. J'ai dit juste. Ah, d'accord. Donc, on va juste prendre une parole de Lucie et de Evelyne pour terminer, et ça sera tout. Un moment qui m'a vraiment touchée, c'était après d'avoir fondé la campagne Together for Tony Ford. Et c'était mon premier événement à Berlin. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres et il y avait un petit paquet dedans. Je ne savais pas de qui je déballe. Et c'était en fait un membre de famille de Tony qui m'avait envoyé ça. C'était une chaîne avec un cœur bleu. Et dessus, il y avait marqué Always in our hearts, toujours dans nos cœurs, dans notre cœur. Et 10 minutes après, je reçois un message de Tony. Il m'a dit dans cette chaîne, il y a les cendres de ma mère qui est décédée du cancer il y a quelques ans. Et pardon. Pas dû le raconter. Oui, du coup, il me dit c'est les cendres de ma mère et ça va toujours te porter chance. N'importe ce que tu vas faire avec toute la campagne et pour moi et tout ça, ça va te porter chance et ça va vraiment porter chance. J'ai eu l'occasion d'être ici au Congrès et j'ai exposé ses œuvres à la Maison de la Radio et c'était vraiment pour lui et pour moi c'était un truc vraiment impressionnant. Donc merci à tout le monde qui était là et merci pour Tony aussi. Merci. Alors, bonjour, good morning. Merci à la CAD de cette invitation et merci aussi aux panélistes avec leurs impressionnants échanges. Donc, je m'appelle Evelyne Giovanni, je fais partie de cette association suisse de l'IcePark. Lors des réunions de l'IcePark, nous avons coutume d'allumer 2 bougies. Une blanche en mémoire des victimes des crimes violents et une rouge en soutien aux prisonniers et aux prisonnières. Je ne vais pas les allumer ici, la sécurité would go crazy. L'existence des couloirs de la mort est le reflet de certaines failles de la société, notamment nombre formes d'inégalité sociale, qui ne sait toujours pas comment protéger ses citoyens, ses citoyennes à commettre des actes de violence irréversibles, moment de perte temporaire de leur humanité. Au travers de nos correspondances, les Amis de Plume tentent de participer à la reconstruction de cette humanité. Celle-ci, cette reconstruction, cette tentative de reconstruction,
peut durer des dizaines d'années, durant lesquelles parfois notre ami incarcéré réapprend à faire confiance, à découvrir ou redécouvrir qui il ou elle est profondément en leur corps intérieur, à s'ouvrir sur l'extérieur malgré les barreaux de toutes sortes et à vivre des moments de partage de divers degrés d'intensité émotionnelle, en cours à recapturer leur humanité. Pour nous, les amis de Plume, c'est souvent la découverte d'un monde obscur, cruel, injuste, révoltant, mais aussi fait de sourire, voire de rire à la lecture d'un commentaire, mais surtout d'une richesse générée par ces échanges épistolaires. Je souhaite conclure ces quelques propos par une phrase cadeau ou une pépite d'un prisonnier condamné à mort en Caroline du Nord, qu'il a écrit à son ami de Plume suisse, que j'aimerais faire suivre par un court moment de silence. Cette pépite est « Toi, mon cher ami, as ouvert un tout nouveau monde. Je suis enfermé, mais avec toi, je suis libre. » J'aimerais simplement vous dire merci à toutes et à tous. Merci à Evelyne, merci à tous les panélistes d'être venus. Et continuons, ne baissons pas les bras et espérons, parce que sans l'espérance, on ne peut plus rien faire. Merci.